Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici à l'Aula des Jeunes Rives. Bienvenue pour cette édition 2023 de la qualification neuchâteloise du concours Mathèse en 182 secondes. 180. C'est une grande satisfaction de pouvoir vous retrouver ici à l'Aula des Jeunes Rives pour une nouvelle édition neuchâteloise. La dernière en ces lieux a eu lieu en 2019. En 2020, Covid oblige, le concours n'a pas eu lieu. En 2021, nous l'avons fait sous la forme d'une émission de télévision avec Canal Alpha, du fait que nous devions rester à distance et limiter le nombre de personnes en un même lieu. En 2022, cette qualification s'est déroulée conjointement avec l'Université de Fribourg, puisqu'à la fois eux et nous manquions de candidats pour réaliser des éditions autonomes. C'est donc avec même une certaine forme d'émotion que nous sommes heureux, avec l'ensemble des organisatrices et des organisateurs, de vous proposer, en présentiel et à Neuchâtel, cette édition 2023. Le format hybride subsiste, car nous vivons dans des temps très modernes, mais surtout, nous sommes également diffusés, donc, comme toujours, sur YouTube et également sur Facebook. Le public aura aussi ainsi la possibilité de voter pour sa candidate ou son candidat favori à distance, tout comme vous. Et puis, attention, ne commencez pas à voter déjà maintenant, les votes seront ouverts au moment où les prestations des différents candidats auront été données. Je vous donnerai encore des détails sur ce processus tout à l'heure. Mais si vous y pensez même maintenant, n'hésitez pas à avertir encore les membres de vos réseaux avec vos téléphones intelligents qu'il y a un streaming en live et que peut-être ils connaissent un des participants et qu'ils trouveraient ça sympa de les regarder, donc de voter, etc., etc. On vous autorise encore à sortir vos téléphone portable pour faire ça si vous le désirez, mais profitez-en en même temps pour les mettre sur silence, comme ça, vos téléphones ne risquent pas de perturber les présentations des candidates et des candidats. Je précise encore que cet événement a été intégré dans le programme du Jeudi Oui, qui se déroule ce mois-ci dans le quartier des Beaux-Arts, et ce soir. Donc après l'effort, le réconfort, donc après cet événement, un apéritif, et donc encore après, si le corps vous en dit, il y a de l'animation plein le quartier. Pour ma part, je m'appelle Nando Lugimbul, je suis chef du service de communication et de promotion de l'Université de Neuchâtel, et je suis ravi de jouer le monsieur loyal ce soir pour cet événement. Le principe de cet événement, puisque vous êtes là, vous le connaissez certainement, mais c'est simple. Il va s'agir pour les 5 candidates et candidats de résumer en 180 secondes un travail engagé depuis parfois 1 an, parfois 2 ans, parfois, et c'est souvent le cas, 3 ans, et qui même préoccupe nos candidats depuis qu'ils ont commencé leurs études, depuis le début du bachelor.
Parmi ces 5 candidats, 3 d'entre eux seront désignés comme lauréats par le jury que je vous présenterai tout à l'heure. Ils recevront les 3e, 2e et 1er prix. Et enfin, 4e prix sera décerné, celui du prix du public. Ne votez pas pour l'instant, je l'ai déjà dit et je ne vais pas le répéter. Nous avons donc Aileen, Quentin, Johanna, Danae et Roman. Ils sont 5. Ils ont accepté de relever ce défi. Et pour le montrer que rien que ça, c'est déjà grand, avec toute la préparation qu'ils ont effectuée, je vous invite d'emblée à les applaudir allègrement. Une chose après l'autre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais, je parle beaucoup, mais c'est pour la bonne cause et c'est assez exceptionnel. Voici quelques éléments concernant le règlement. Et pour le fun, je vais tenter de vous expliquer cela en 180 secondes, comme ce que devront faire nos candidates et candidats. Là où je triche, c'est que je vais garder mes notes. Vous me direz, c'est pas du jeu, mais c'est comme ça. Si je résume, le jury, nous avons 5 candidats. Le jury va élire 3 lauréats parmi ces 5 qui participeront à la finale suisse à Lausanne le 29 juin prochain. Voici comment se déroule une prestation. Le candidat monte sur scène. Après qu'on ait fait un peu connaissance, c'est elle ou lui qui donne le top départ. Et si le candidat, à la fin, poursuit son propos après le gong, le malheureux ou la malheureuse est disqualifié. Vous l'aurez compris, en aucun cas le chronomètre ne peut être remis à 0, même si le participant a un trou de mémoire, même s'il s'aperçoit qu'il a fait une erreur ou s'il estime qu'il n'était pas prêt. Si un incident technique majeur se produit, par contre, par exemple un micro qui ne fonctionne pas, une diapositive qui ne s'affiche pas, le chronomètre qui ne démarre pas ou le signal sonore de départ qui ne se déclenche pas, alors c'est l'animateur, donc moi, qui doit interrompre la compétition et le participant est autorisé à recommencer sa prestation une fois l'incident réglé. Mais globalement, vous l'aurez compris, le participant n'est pas autorisé à interrompre lui-même sa présentation, quitte à faire une minute de silence. C'est gênant hein, quand il y a ça. Ces 5 doctorats de l'UNI sont évalués sur 3 critères. Tout d'abord, le talent oratoire et l'implication. On parle ici de rhétorique, d'éloquence. La voix est-elle claire et assurée? Le rythme et la gestuelle sont-ils fluides? Que dire de la présence sur scène? Est-ce que le participant ou la participante transmet véritablement sa passion pour son sujet? Suscite-t-il votre curiosité? Ensuite, la compréhension du sujet, c'est-à-dire la capacité de vulgariser. Le participant explique-t-il les concepts et les idées dans un langage accessible? A-t-il recours à des figures de style, à des exemples pertinents? Utilise-t-il l'humour pour illustrer son propos? Enfin, 3e point, la structure de l'exposé. On parle ici de l'enchaînement des idées. Facilite-t-il la compréhension du sujet? Explique-t-il clairement les recherches qu'il mène? Quid de l'équilibre des différentes parties? Introduction, développement, conclusion de l'exposé. Et enfin, joker. C'est la 4e case, la case coup de cœur, qui permet d'attribuer un bonus ici ou là. C'est bien souvent cet aspect-là qui est déterminant pour départager les candidates et candidats. Il peut notamment s'agir de souligner l'originalité de telle ou telle prestation. La prestation orale se fait en français, aucun accessoire autre que des feuilles de notes n'est autorisé, donc je n'ai pas complètement triché. Les candidats peuvent accompagner leur présentation d'un visuel, ce qui sera le cas, vous verrez. Aucun support, audio ou vidéo n'est autorisé. Et puis voilà ce que l'on pouvait dire sur la substantifique moelle contenue dans ces règlements qui vaut de manière internationale. Et puis ça tombe bien parce que le gong va retentir maintenant. Merci beaucoup. Heureux de ne pas avoir été disqualifié. Qui dit concours dit jury. Qui dit jury dit membre du jury. 4 personnalités ont accepté notre invitation de figurer dans le jury pour cette édition. Et j'appelle en premier lieu la présidente, celle qui sera la présidente de ce jury. J'ai nommé Deborah Solbank. Deborah Solbank est journaliste, correspondante pour
la radio RTS ici à Neuchâtel. Nous sommes très heureux de la compter parmi ce jury. Bonsoir Déborah. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous avez un lien particulier avec l'Université de Neuchâtel. Je pense comme pas mal de gens ici, je suis venue étudier ici depuis le canton de, j'ai quitté le canton de Vaud il y a bientôt 20 ans et je suis très attachée, j'ai des beaux souvenirs avec mes années d'études. Donc oui, j'ai un attachement avec cette université. Par rapport à votre profession, donc journaliste radio, ce défi de devoir résumer en 180 secondes un travail colossal, est-ce que cela évoque quelque chose pour vous ? Alors, beaucoup de respect, beaucoup d'empathie, parce que régulièrement, je dois faire un papier de 50 secondes et je voudrais tellement avoir minimum 3 fois plus. Donc là, vraiment, respect de réussir à condenser, synthétiser vos années de travail en 180 secondes et je me réjouis de voir le résultat. 3 ans en 3 minutes. Merci, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté également de présider ce jury, à savoir que ce rôle n'implique pas quelque chose d'autrement complexe, mais simplement en cas d'égalité entre candidats, égalité parfaite, eh bien c'est à vous que reviendra la lourde tâche de trancher. Merci beaucoup. J'appelle ensuite le deuxième membre du jury que nous allons vous présenter ce soir. Il s'agit de Yann Walter. Yann Walter dirige le Pommier ici à Neuchâtel. Il en assure également la programmation. Yann Walter est également dramaturge et metteur en scène. Nous avons donc avec nous un homme de théâtre. Bienvenue. Merci, bonsoir. Yann Walter, si vous aviez un ultime conseil à donner à nos participants avant qu'ils fassent d'ici quelques minutes leur prestation, qu'est-ce que vous leur diriez ? Bon, là, je pense que c'est trop tard. De toute façon, ils ont déjà tout préparé leur truc. Mais quand même, un truc qu'on peut dire, c'est que quand on parle à des gens, en fait, quand on est sur une scène comme maintenant, en fait, ce qui se passe, qui communique, c'est ce qui se passe entre moi et entre eux et le public, en fait. Et ça se passe dans l'instant présent. Et en fait, notre esprit, il voyage beaucoup dans le temps, il se rappelle, il imagine ce qui va se passer après, etc. Et là, on perd le fil. Alors que notre corps, il est toujours là. En fait, c'est ça qui communique avec les gens qui sont dans la salle. Et il y a énormément de choses qui passent par le corps. Donc, un petit truc que je peux vous donner comme ça, sur le vif, avant de parler, moi je le fais avant de monter sur scène, pour se rappeler qu'on a un corps, puis que c'est notre corps qui communique, c'est on se tape sur la tête comme ça. Comme ça marche pour tout le monde. Hein. Comme ça, on se tape sur les épaules, et puis avec les doigts, comme ça, on se tape derrière les genoux, comme ça. Comme ça marche bien, comme ça, on est là, on est présent. Voilà. Merci Yann pour ce magnifique conseil. Troisième membre du jury que nous accueillons ce soir, Jennifer Sunier. Jennifer Sunier co-dirige l'agence de communication et de design graphique Supero à La Chaux-de-Fonds. Supero est l'agence avec laquelle nous avons collaboré ici à l'université pour élaborer le nouveau logo et la nouvelle ligne graphique de l'UNINE. Jennifer, bonsoir. Bonsoir. Alors Jennifer, une bonne partie de votre travail consiste à traduire en forme graphique, en slogan, en univers visuel, des marques, des idées, des intentions. Donc est-ce qu'à votre avis, on peut trouver des analogies entre ce que vous faites et le défi que vont vivre ce soir nos candidates et nos candidats ? Eh bien oui, c'est que nous aussi, dans notre métier, on se retrouve à devoir défendre nos projets et on dit aussi que si on n'a pas réussi à défendre notre projet en 3 minutes, eh bien c'est mort. Alors vous avez 3 minutes pour la défendre et ça va très bien aller, c'est bien assez de temps. C'est la durée idéale d'un pitch en fait. Oui, c'est la durée idéale pour draguer le client. Merci beaucoup Jennifer. Et enfin, dernier membre de notre jury pour l'édition 2023, Valérie Wiesbrot. Valérie Wiesbrot enseigne à l'université de Neuchâtel, à l'université de Lausanne et à l'université de Fribourg. Elle enseigne ici notamment une matière fort intéressante et pertinente par les temps que nous vivons, à savoir le droit de la conservation de la biodiversité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Donc on parle ici du domaine du droit de l'environnement. Valérie Wiesbrot, vous avez reçu le prix Nexence en 2020, le prix le plus prestigieux de l'UNINE, et vous avez également participé à ma thèse en 180 secondes, 2 fois, en 2016 et en 2017. En quoi est-ce que cette expérience vous a été utile pour la suite de votre carrière ?
Je pense ce qui est vraiment intéressant, c'est toute la préparation et tout le travail qu'on fait autour, aussi tous les cours qu'on peut suivre. C'est extrêmement utile après pour la suite d'être capable de résumer assez rapidement un travail de grande ampleur. Parfois, certains ou certaines portent un regard un peu critique sur le fait de réduire en 3 minutes l'objet de 3 ans ou 4 ans de travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne pense pas du tout que c'est problématique et réducteur, parce que c'est justement le but de l'exercice, c'est d'être capable aussi de délivrer un message qui est facilement compréhensible pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas de la thèse le plus souvent. Merci beaucoup, Valérie. On va vous retrouver tout à l'heure, après que vous ayez délibéré, et dans l'immédiat, je vous invite à rejoindre vos places. Merci beaucoup. On peut encore une fois applaudir. Et maintenant, voici des informations sur les prix que recevront les vainqueurs. 3 prix sont ici attribués pour les 3 premiers lauréats. 1 000 francs pour le ou la première, 750 francs pour le ou la deuxième et 500 francs pour le ou la troisième. Ces 3 personnes seront sélectionnées pour participer à la finale suisse le 29 juin à Lausanne. Puis la personne qui remportera cette finale ira à Rabat le 5 octobre pour la finale internationale. Bien évidemment, cette personne est dans la salle aujourd'hui et elle remportera aussi cette finale internationale, c'est logique. Ensuite, et c'est important pour vous, cher public, ici en salle et chez vous à la maison, il y a également le prix du public. À la clé, celui ou celle qui remportera ce prix recevra une montre Tissot offerte par la Société des alumni de l'Université de Neuchâtel. Pour voter, c'est simple, vous envoyez un SMS au numéro suivant 079 807 55 48 et dans le SMS, vous tapez MT 180 puis 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 en fonction du candidat de votre choix. Voilà, c'est simple comme bonjour et je vous le rappelle, le vote pour l'instant n'est pas encore ouvert et pour les personnes qui sont dans la salle, vous disposez aussi d'affichettes explicatives sur les places où vous êtes assises. Voilà, vous disposez de l'ensemble des informations pour vivre une fantastique soirée. Voici nos candidats, ils sont là, ils sont 5. On le rappelle, pour voter pour Aileen tout à l'heure, vous tapez le 1. Pour voter pour Quentin, vous pourrez utiliser le 2. Pour Johanna, le 3. Pour Danae, le 4. Et enfin, pour Romane, le 5. Voici donc maintenant en détail les 5 candidats qui vont nous rejoindre. Tout d'abord, nous aurons Aileen Pamuk-Sach de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Ensuite, nous aurons Quentin Louis Adler de la Faculté de Droit, Johanna Pochard de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Danae Bregnard de la Faculté des Sciences avec le numéro 4, et enfin, je l'ai dit, Romane Blum de la Faculté des Sciences avec le numéro 5. Et nous allons démarrer avec notre première candidate. J'accueille sur scène Aileen Pamuk-Sach. Bienvenue. Merci. Aileen Pamuk-Sach, vous venez de la Neuville. Vous avez fait l'ensemble de votre cursus universitaire ici, à Neuchâtel. Vous êtes doctorante auprès de la FLSH. Le titre de votre thèse, « Les verbes modaux du français sont-ils tous synonymes? Étude de leur similarité et différence à l'aide d'outils statistiques ». Comment ça va? Ça va, j'ai eu la bonne idée de tomber malade cette semaine, mais bon, ça va. Vous aimez les défis? Ouais, je me suis dit, résumer en 3 minutes une thèse, c'était pas suffisant, donc un petit rhume en plus, c'était parfait. Avec vous, nous allons parler donc de l'usage des verbes comme devoir, pouvoir, falloir, etc. Vous menez votre projet de thèse sous la houlette de Corinne Rossari, professeure en linguistique française. Et chère Aileen, afin de faire plus ample connaissance avec vous, voici un portrait de vous en vidéo que nous avons réalisé à l'occasion des préparatifs. On regarde. Je
Je m'appelle Aileen Pamouksach, je suis assistante doctorante en linguistique française, plus précisément à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Neuchâtel. J'ai décidé de travailler sur les verbes modaux du français parce que ce sont des verbes très très fréquents. On les utilise tous les jours. Si je dis « je veux absolument aller au cinéma » ou bien « il faut que tu voies ce film », falloir et vouloir sont des verbes modaux du français. Et j'avais l'impression qu'ils étaient un peu interchangeables dans certains contextes où parfois ils avaient une identité propre. Et puis moi, c'est un peu cette identité propre de ces verbes modaux que j'essaye d'étudier, telle une zoologiste qui étudierait les lions dans la savane. Moi, j'étudie les verbes modaux dans des textes. J'ai décidé de me lancer dans le défi ma thèse en 180 secondes parce qu'en fait, je crois que j'en ai entendu parler dès mon entrée à l'université. Dès que j'ai commencé le bachelor, on nous parlait de ce concours et je me suis dit ça devait quand même être un défi incroyable de résumer en si peu de temps autant de recherches. Et je dirais pas que j'ai fait une thèse juste pour ce concours, mais disons que ça a joué en sa faveur. Ce que j'ai le plus apprécié aussi, c'est vraiment les rencontres entre doctorantes et doctorants, pas seulement ici à l'université de Neuchâtel, on a rencontré des doctorants aussi de Fribourg, de Lausanne, de Genève, et puis c'est juste un peu vivre ensemble, être ensemble dans ce bateau qui m'a beaucoup plu, avec des sujets très variés qui finalement se rejoignent tous sur un point, c'est cette contrainte de tout résumer en 180 secondes. Ce que j'ai beaucoup apprécié à l'université de Neuchâtel, c'est vraiment déjà sa taille. C'est une petite université à taille humaine et du coup c'est vraiment appréciable parce que les professeurs nous connaissent, on se connaît presque toutes et tous entre étudiantes et étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Sans parler du lac juste à côté pour profiter des pauses de midi, ça c'est top du top. J'ai aussi choisi l'université de Neuchâtel parce que les cursus sont vraiment variés et puis on peut vraiment mélanger tout ce qu'on aime pour faire un cursus vraiment propre à nous. Pour ma part, j'avais fait un bachelor en langue et littérature française que j'avais mêlé avec de la géographie et même pendant mon parcours de géographe, j'ai pu prendre des cours aussi, par exemple en ethnographie ou encore dans les études migratoires, etc. Donc c'est vraiment cette variété de cours qui m'a beaucoup plu. Voilà, de retour ici à l'Aula Déjeunerie. De l'Université de Neuchâtel pour la qualification neuchâteloise du concours ma thèse en 180 secondes. Nous sommes en compagnie d'Aileen Pamouksach, première de nos candidates. Aileen, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. La scène est à vous. Merci. Aujourd'hui, je vous présente la recette parfaite pour que votre compagnon range enfin le linge. Si vous lui dites « range le linge », il ne va pas trop kiffer. C'est comme lui donner un cookie trop cuit et donc trop dur. Mais ce qui est chouette avec les cookies, c'est qu'on peut en modifier la recette comme on veut. Je vais tenter un truc. Ajuster le temps de cuisson. Je pourrais redonner mon même ordre en disant « je veux que tu ranges le linge ». Bon, ok, je vous l'accorde, c'est toujours pas ouf. Changeons plutôt la quantité de beurre. Tu dois ranger le linge. Non, c'est toujours pas ça. Plus de sucre. Il faut ranger le linge. Il manque toujours encore quelque chose. Je sais, des pépites de chocolat. Peux-tu ranger le linge? Quelle douceur! Peut-être même qu'il va plier les t-shirts et ne pas les lancer en boule dans l'armoire. Ces modifications de recettes ont été possibles grâce à des verbes modaux. Vouloir, devoir, falloir et pouvoir. Ils permettent généralement de présenter une volonté, une nécessité ou encore une possibilité. Dans ma thèse, je cherche à comprendre dans quel contexte on préfère utiliser l'un de ces verbes plutôt qu'un autre. Pour cela, je mets des gros textes qu'on appelle corpus dans un logiciel. Chaque mot de ces textes représente un ingrédient que je peux utiliser dans une recette. Mon logiciel me dit ensuite quelles associations d'ingrédients, donc de mots, qu'on aime utiliser. Je sais ainsi qu'on préfère adoucir des verbes de parole avec pouvoir et falloir. On peut parler de cookies
lors du concours Ma thèse en 180 secondes, ou encore, il faut noter qu'il reste moins d'1 minute pour finir ma présentation. Mes résultats montrent aussi que ces verbes ont tendance à perdre leur sens dans certains contextes. Où est la volonté dans le verbe vouloir lorsque je dis écrire une thèse veut dire s'arracher les cheveux sur un sujet qui n'intéresse personne? Personne, vraiment? Siri sur votre iPhone, DeepL sur votre ordinateur ou plus récemment ChatGPT n'auraient pas pu voir le jour sans les linguistes. La linguistique permet aussi de saisir le poids que les personnes mettent dans leurs actions grâce aux mots qu'elles emploient. Ce n'est pas la même chose de dire « je peux » ou « je veux » améliorer les conditions des femmes. Mes recherches permettent ainsi de saisir pourquoi on préfère voter pour une candidate plutôt qu'une autre. Ou alors, pourquoi votre compagnon n'a toujours pas rangé le linge. Bravo. Merci. Ça s'est plutôt bien passé. Oui. Ouf. Puis-je vous demander si vous êtes satisfaite de votre prestation? Oui, mais maintenant j'ai envie de cookies. Donc, Aileen, d'où vient cette passion pour les verbes modaux? Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est des verbes qu'on utilise tous les jours et parfois on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Donc j'essaie vraiment d'aller à l'essence même de ces verbes pour voir ce qu'ils signifient en tant que tels. En tout cas, on sent beaucoup cette passion. Merci beaucoup de l'avoir partagée avec nous. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre votre place et nous allons accueillir le candidat suivant. Merci beaucoup. Place maintenant à notre deuxième candidat. J'accueille sur scène Quentin Louis Adler. Quentin vient de Genève. Bienvenue. Vous avez effectué vos études de droit à Fribourg. Vous êtes détenteur également d'un brevet d'avocat. Comment ça va? Ça va bien. Très bien. Vous êtes également co-initiant d'une initiative populaire fédérale intitulée Service citoyen, actuellement en cours de récolte de signatures. Cette initiative propose que chaque jeune s'engage au moins une fois dans sa vie au service de la collectivité et de l'environnement, et non seulement les jeunes hommes suisses qui vont à l'armée, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et Quentin Adler, vous êtes doctorant donc au sein de la faculté de droit. Votre directeur de thèse, c'est Daniel Kraus, professeur de droit, spécialiste du droit de l'innovation et de la propriété intellectuelle. Le titre de votre thèse, Par-delà le public et le privé, le droit des communs inventifs, Open Hardware. À nouveau, une petite vidéo afin de faire plus ample connaissance avec vous. Voici le portrait de Quentin Louis Adler. Vous me demandez alors qui je suis, Quentin Adler. Je suis chercheur FNS affilié à l'Université de Neuchâtel et avocat auprès de l'étude InnoLégal. Ce sujet m'intéresse parce qu'il y a des années en arrière, j'ai compris l'importance des technologies de l'information dans la transformation du droit et j'ai découvert les mécanismes de la contribution et de l'open source. Et en fait, il s'agit d'un sujet juridique. Alors je voulais pouvoir l'explorer davantage et plutôt être dans la construction d'un droit de demain que juste dans l'application du droit d'aujourd'hui. J'ai choisi de me lancer ce défi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur de partager et de communiquer, et puis que l'université de Neuchâtel avait besoin de moi pour représenter la faculté de droit. Alors, comme j'ai fait un peu la sélection en dernière minute, la phase de préparation pour moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être un peu à la traîne. Par contre, j'ai trouvé l'accompagnement très bien et les différents modules à disposition pour se préparer ont été excellents. Mais moi, c'était un peu une course en retard et j'espère être parfaitement prêt pour le grand jour. En tant que chercheur doctorant à l'Université de Neuchâtel, je trouve le cadre très agréable. C'est une magnifique ville au bord du lac. Et je pense que la particularité de Neuchâtel, c'est d'une part aussi son positionnement assez central en Suisse, à la frontière entre la Suisse alémanique et puis la Suisse romande, et puis cette grande proximité qu'on peut avoir avec des personnes hautement qualifiées. De retour sur scène ici à l'Aula des Jeunes Rives pour le concours Ma thèse en 180 secondes. On profite pour remercier au passage Mario Cafizo qui a réalisé notamment cette série de vidéos de présentation de nos candidates et candidats. Quentin Louis, est-ce que vous êtes prêts? Ben, il faut bien.
La scène est à vous. Merci. Attendez, attendez. À qui appartiendra cette vidéo? Madame, vous qui filmez, ce sera vous? Vous ne savez pas? Écoutez, oui, je pinaille, c'est mon métier, je suis juriste. Avant de cocher la case « J'ai lu et j'accepte le règlement du concours », figurez-vous que je l'ai lu, ce règlement. Il n'y est rien prévu en ce qui concerne qui aura le droit d'utiliser les vidéos. Pourtant, ce concours est organisé par une institution publique, financée par nos impôts. Il semble donc normal que cette vidéo soit mise à la libre disposition de tout le monde, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ici dans la salle, je vous pose la question. Qui d'entre vous considère que ce qui est financé par de l'argent public devrait en principe rester public? Veuillez lever la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Je vais devoir vous décevoir, hein. Nos impôts financent souvent des choses qui finissent dans la poche de quelques-uns. Prenons un exemple, Solar Impulse, le fameux avion solaire suisse qui a fait le tour du monde et bénéficié de millions de francs de subventions publiques, mais dont la technologie a finalement été privatisée et puis en partie cédée à l'industrie militaire américaine. Quel gâchis, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai l'ambition de changer par mes recherches. Si tout le monde avait pu librement accéder au plan de cet avion, ce ne serait pas seulement un industriel à l'étranger, mais toutes les personnes capables qui auraient pu améliorer et utiliser cette technologie pour accélérer la transition écologique. Alors, dans la première partie de ma thèse, j'explique pourquoi ce qui est produit intellectuellement au moyen de subventions publiques devrait en principe revenir au public. Et dans la seconde partie de ma thèse, j'explique comment. Alors là, pensez Wikipédia, l'encyclopédie libre en ligne, où vous avez le droit de copier et d'utiliser les contenus comme vous le voulez, et de devenir vous-même un contributeur si vous le souhaitez. Cette communauté immense qui fait un travail incroyable pour produire et cultiver du savoir partagé. Eh bien, cette galaxie Wikipédia repose sur des règles de droit que l'on peut adapter, comme le règlement de ce concours, pour permettre à chacun d'utiliser librement non seulement des textes, des images ou des vidéos, mais aussi et surtout des inventions, telles que les plans de conception d'un moteur d'avion. Ainsi, vous l'aurez compris, avec l'argent public, nous pourrions inventer des choses en commun. Et pour y parvenir, il faut bien des juristes qui pinaillent. Merci. Bravo Quentin. Merci. Ça s'est bien passé? Je pense. Oui, bravo. Bravo pour le projet que vous portez. À vous entendre, on irait vers un monde où davantage de contenu pertinent serait disponible pour le collectif. En fait. Je ne pense pas que c'est exclu. Vous savez, hier, j'étais chez InnoSuisse, alors ça fait le contraste, vous voyez. Ah oui. Mais si on vous suit, le monde sera plus beau. Et... En tout cas, en partie. On apprécie votre côté visionnaire. Merci beaucoup. Bravo, encore bravo, à tout à l'heure. Et je vous invite à rejoindre votre place. On va recevoir le côté suivant. Place maintenant à notre troisième candidate. J'invite sur scène Johanna Pochard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Johanna, vous avez grandi ici, à Boudry, sur le littoral neuchâtelois. Vous avez fait vos études ici. Vous êtes désormais doctorante ici. Et vous vous intéressez particulièrement au patois que l'on parlait à l'époque, ici, en comparaison d'autres manières d'utiliser le franco-provençal. Comment ça va ? Un peu stressé, mais ça va. Tout va bien se passer. Votre directeur de thèse, il est aussi ici. Il s'agit de Mathieu Avanzi, professeur en dialectologie et études du français régional. Et le titre de votre thèse, je vais essayer de ne pas l'écorcher, il est ici. Écrire en patois au XIXe siècle à Neuchâtel, étude sociolinguistique du Canto des Tsileux, un roman franco-provençal manuscrit. Johanna Pochard, on va regarder une petite vidéo afin de faire encore plus ample connaissance avec vous. Et nous allons voir que vous cultivez des passions multiples. On regarde.
m'appelle Johanna Pochard et je suis doctorante à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines à l'Institut de littérature française. Pendant mon bachelor et mon master, j'avais pris le parcours de linguistique historique. J'ai été sensibilisée du coup à la question des dialectes et des patois en Suisse romande, du coup la question du franco-provençal. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu très peu d'études sur le canton de Neuchâtel, notamment liées au fait que le patois a disparu très tôt et qu'on n'avait plus beaucoup de personnes à interviewer pour récolter leur langue. Et c'est comme ça que je me suis orientée vers le patois de Neuchâtel, d'autant plus que je suis moi-même issue du littoral neuchâtelois et ça me touchait personnellement. Pour plusieurs raisons, notamment pouvoir expliquer ma thèse à n'importe qui, notamment ma famille qui ne comprend pas toujours ce que je fais. Et aussi, effectivement, pouvoir ouvrir ce sujet du patois en Suisse romande, du franco-provençal, à un public plus large, car souvent, peu de monde savent qu'on a parlé une autre langue dans le canton de Neuchâtel ou en Suisse romande par le passé, en fait. C'était assez marrant, parce qu'en plus, j'ai fait ça avec une de mes amies de linguistique. Et on vit donc ça ensemble, on fait les exercices ensemble, on s'entraîne ensemble. Et je vis pas du tout ça comme si on était en concurrence, même si c'est le cas, parce que c'est genre juste une expérience humaine en dehors de genre juste gagner un prix. C'est complètement secondaire. Ce qui est vraiment sympa, c'est de pouvoir partager du temps avec d'autres doctorants. Et c'était aussi pour ça que j'ai voulu faire ça, c'est le partage. Mais c'est vrai que c'est ça qui est central dans ma préparation, donc j'aime beaucoup ça. J'ai vraiment beaucoup apprécié mes études ici, d'une part parce que c'était quand même proche de chez moi. J'ai passé des bons temps, que ce soit en hiver, en été, on est toujours bien dans ce petit bâtiment de la Faculté des Lettres. Et puis les gens sont vraiment sympas en général. Et on ne peut pas échapper à la proximité. Les gens sont proches les uns des autres, que ce soit les profs, les assistants. Il y a toujours quand même beaucoup de contacts. Ça m'a beaucoup apporté, je trouve, au cours de mon bachelor et de mon master. J'ai vraiment facilement rencontré plein de gens qui étaient motivés par les mêmes sujets que moi. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait un peu rester dans le coin, outre le fait qu'il y a un centre de dialectologie. Et que, par conséquent, comme je fais de la dialectologie, ça me paraissait quand même pertinent de rester un peu dans les parages pour faire cette thèse. Je disais quel beau syllogisme final. Johanna, merci beaucoup pour votre générosité. Est-ce que vous vous sentez prête? Absolument. C'est parfait. La scène est à vous. Merci. En tant que francophone, il y a un énorme éléphant qui vit chez vous. Cet éléphant, c'est la norme du français. Elle nous contraint dans notre façon de parler, tout comme cet éléphant nous empêche d'ouvrir la fenêtre. On la connaît mieux sous le nom d'orthographe, de grammaire, d'exception, bijou, caillou, chou, genouille, boujoujou-pou. Je vous vois trembler. Traumatisés par des années de tests de grammaire, on craint tous de dire « si j'aurais ». À l'inverse, en tant que sociolinguiste, je considère que toute phrase ou mot qui ne respecte pas les règles a de la valeur. C'est ici la clé d'un concept central dans ma recherche, la variation linguistique. Mais laissez-moi vous présenter Emil Zwallen. En 1890, il vit à La Chaux-de-Fonds, parle français et cohabite donc avec cet éléphant. Il écrit alors un texte, non pas en français, mais en franco-provençal. C'est la langue locale qu'on parlait encore en Suisse romande il y a 200 ans. Contrairement au français, cette langue n'a pas de loi contraignante à suivre pour l'écrire. Pas de grammaire, pas de Becherel, pas d'académie. Émile est donc un peu emprunté. Il ne peut se raccrocher à rien de connu pour écrire son texte. Rien vraiment? Non, il y a toujours l'éléphant. Le français l'influence naturellement lorsqu'il écrit patois. Parfois, il le tolère et il laisse la fenêtre fermée. Il va donc écrire des mots franco-provençaux comme en français, ou presque. Par exemple, la fenêtre, la fenêtre, avec le circonflexe du français. Mais parfois, il s'affirme. Il refuse que cet éléphant lui bouche la vue. Il va donc le pousser un peu et écrire des mots sans se soucier du français. La fenêtre, sans le circonflexe. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux formes cohabitent. C'est de la
variation. Et c'est la signification de cette variation qui m'intéresse. En effet, refuser de se conformer, ça n'est pas neutre. C'est un acte à part entière. Pousser l'éléphant, ça n'est pas rester inactif. Et c'est pareil pour la langue. Lorsque je dis « tous » au lieu de « tous », je réalise un acte féministe. C'est donc ce qui se cache sous le sens des phrases du texte qui m'intéresse. En bref, je cherche à comprendre la signification des choix de l'auteur lorsqu'il écrit une langue sans normes, sans lois, sans éléphants, alors qu'il y a celui du français qui squatte chez lui. Bravo, Johanna. Merci. Soulagée après avoir fait l'exercice? Vous auriez apprécié 9 minutes de plus pour nous en parler encore, on sent la passion. On aurait pu continuer un peu là. Justement, comment ça vous est venu au départ, cet attrait pour la linguistique historique? C'est que j'avais fait pas mal de cours d'histoire de la langue en bachelor et aussi j'étais toujours très passionnée par les étymologies, même quand j'étais un peu plus jeune et du coup je me suis plutôt orientée sur la dialectologie plutôt que la linguistique historique à part entière, mais ça reste très proche donc ça va. En tout cas, bravo. Bravo pour l'éléphant, bravo pour tout le reste et merci beaucoup. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure. Place maintenant à notre 4e candidate, Danae Brognard. Danae Brognard, bienvenue. Merci. Vous aussi, vous avez effectué l'essentiel de votre parcours d'études et académique ici. Exactement. Votre truc à vous, c'est la biologie. Vous êtes doctorante à la Faculté des Sciences. Votre directrice de thèse, c'est Pilar Junier, professeure en microbiologie. Comment ça va? Bien. Parfait. Le titre de votre thèse, eau géothermale, enfer ou spa pour les microbes. On regarde un portrait de vous et on se retrouve tout de suite après. Je m'appelle Danae Brognard, je suis doctorante au laboratoire microbiologie à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel. Du coup, je m'intéresse à la diversité des bactéries et des champignons qu'on retrouve dans les réservoirs géothermaux qui sont utilisés pour produire de l'électricité. Et je m'intéresse à ce sujet parce qu'il y a des côtés pratiques. On a besoin de savoir quels sont les micro-organismes dans ces réservoirs pour pouvoir utiliser la géothermie de manière efficace. Et aussi parce que c'est un environnement qui est inconnu quasiment. Et du coup, on peut vraiment explorer et c'est de la recherche pure et dure aussi. Je me suis lancée ce défi parce que j'avais envie de pouvoir vulgariser mon sujet, pouvoir le partager avec les gens qui sont autour de moi et aussi sortir de ma zone de confort et faire quelque chose de différent. Alors cette phase de préparation est très intéressante. Ce qui est aussi sympa, c'est le contact avec les autres doctorants et de pouvoir voir ce que les autres font et échanger et avoir aussi les retours pendant les cours, par exemple, des enseignants et des autres. C'est très intéressant. Comme j'ai fait mes études ici à Neuchâtel, j'ai beaucoup apprécié cette université. J'apprécie le fait que ce soit une petite université où tout le monde est assez proche. On peut facilement aller poser des questions aux assistants, aux professeurs et le contact est facile. Et c'est ce qui permet un environnement chouette et détendu. Ce qui a motivé mon choix à rester à Neuchâtel, du coup, c'est les différents laboratoires qu'il y avait en biologie et les recherches qu'ils font. Et vu que les sujets qui m'intéressaient étaient là, je suis restée là. Je rappelle le titre de votre thèse, eau géothermale, enfer ou spa pour les microbes. Danae Brognard, est-ce que vous êtes prête? Oui. La scène est à vous. Merci. Ce soir, vous êtes au spa, en train de barboter tranquillement dans des bains thermaux. Savez-vous que vous n'êtes pas tout seul? En effet, de nombreux micro-organismes vous tiennent compagnie. Bon, d'accord, c'est pas le genre de réflexion à avoir si on veut profiter pleinement de ce moment au bain. Mais quand même, des microbes dans des bains thermaux, ce n'est pas trop chaud pour eux? Les bains thermaux, non. On sait même que la température y est optimale pour beaucoup de micro-organismes. Par contre, la question se pose toujours pour des eaux thermales bien plus chaudes, comme les eaux des réservoirs géothermaux qui sont utilisées pour produire de l'électricité grâce à la chaleur.
Ces réservoirs géothermaux sont des réservoirs naturels que l'on peut retrouver jusqu'à 5 km en dessous de nos pieds. Les conditions y sont extrêmes. La température peut avoisiner les 300 degrés, la pression est élevée et de nombreux éléments toxiques tels que des métaux lourds peuvent s'y retrouver. Même si on connaît de mieux en mieux ces systèmes, on ne sait toujours pas grand-chose des microbes qui y vivent. D'ailleurs, première question, est-ce qu'il y en a des micro-organismes dans ces réservoirs géothermaux? Parfois, on sait que oui, car quand on remonte l'eau chaude pour produire de l'électricité et qu'on en enlève la chaleur, des microbes se mettent à grandir dans les tuyaux. Mais deuxième question, est-ce que ces organismes sont présents dans tous les réservoirs géothermaux? Et au fait, c'est qui ces micro-organismes? Ça, ce sont les questions que je me pose dans ma thèse. Pour y répondre, j'ai chaussé mes bottes, pris mes grandes bouteilles d'échantillonnage et je suis allée chercher de l'eau dans 8 stations thermales à travers l'Europe. Ensuite, de retour au laboratoire, dans cette eau, j'y cherche de l'ADN. Cette merveilleuse petite molécule qui nous permet de savoir si des organismes sont présents et surtout de savoir à qui on a affaire. Grâce à cet ADN dans l'eau thermale, on a découvert une diversité inattendue de micro-organismes. Car dans chaque station, des troupes de bactéries et de champignons survivent aux conditions extrêmes de ces réservoirs. Maintenant, cela ouvre la porte à d'autres horizons. Par exemple, si on connaît ces organismes et qu'on sait où ils grandissent, on peut les empêcher de proliférer là où on ne les veut pas, comme dans les tuyaux de ces stations thermales. Ou encore, étant donné que les conditions extrêmes de ces réservoirs géothermaux ressemblent aux conditions extrêmes qu'on peut retrouver sur d'autres planètes, comme sur Mars par exemple, mieux connaître ces organismes nous permet de mieux savoir comment chercher la vie ailleurs. Avec le gong, vous étiez d'une précision horlogère. Hein, bravo. Merci. Ce qui m'a amusé quand on s'est parlé un peu, c'est que ce que vous m'avez dit, c'est que votre envie de participer à ma thèse 180 secondes, elle ne datait pas d'hier, ni d'avant-hier d'ailleurs. Exactement. Je suis venue il y a déjà 6 ans voir une amie participer et ça m'a donné envie de participer à ce concours le jour où je serai doctorante. Bravo. Merci. Merci. Vous aurez peut-être inspiré d'autres jeunes qui sont ici ce soir. Merci Danae. Et last but not least, place à notre 5e candidat, Roman Blum. Roman Blum a grandi à Berne, il y a étudié jusqu'au gymnase du Kirchenfeld, puis votre choix, Roman, s'est porté sur l'EPFL. Comment ça va? Ça va bien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai passé une excellente soirée. Après l'EPFL, vous êtes maintenant ici, doctorant dans le berceau de la culture de la mesure du temps. Vous êtes affilié au laboratoire temps-fréquence de l'Université de Neuchâtel. Votre directeur de thèse, c'est Gaetano Miletti. Et votre thèse porte sur les horloges atomiques à laser. Et à nouveau, c'est devenu un rituel, on découvre un petit portrait de vous. Je suis Roman Blum, un ingénieur bernois qui aime bien l'horlogerie et la photographie. Je dirais que je m'intéresse à l'horlogerie parce que mon parrain il m'a offert une Swatch quand j'avais 12-13 ans. Et puis elle m'a beaucoup accompagné. Et après, j'ai choisi les études de microtechnique à l'EPFL. Et dans le cadre de ces études, j'ai aussi fait un stage chez Rolex à Genève. Et finalement, en lien avec l'optique et les lasers que je faisais aussi pendant mes études, j'ai trouvé le doctorat ici, qui est sur la mesure du temps, mais avec des lasers et pas avec la mécanique. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure de ma thèse en 180 secondes parce que j'ai fait quelque chose de similaire à une conférence à Paris il y a un an. Ça, c'était 1 minute et en anglais.
et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire la vraie chose en français en 3 minutes avec plusieurs semaines de préparation et en grand public. Dans la phase de préparation pour le concours, j'ai beaucoup apprécié les ateliers sur la posture et la respiration, ou bien juste la performance sur scène. C'est des éléments qui sont plus difficiles d'apprendre à l'université, mais qui sont très importants à des conférences ou même dans la vie quotidienne. C'est la proximité du Jura et le lac en même temps. Et une expérience particulière, c'est juste d'avoir un lac avec une ville de taille moyenne. Du coup, on a beaucoup de place pour profiter du lac. Vu que je m'intéresse à l'horlogerie depuis des années, c'est une vraie chance d'habiter ici à Neuchâtel. Surtout que j'ai la chance de travailler à l'ancien observatoire de Neuchâtel, dont les locaux où l'heure suisse officielle a été donnée pendant une période. Et là, même mon grand-père, qui était électricien, m'en parle beaucoup, qu'ils ont appelé à Neuchâtel pour avoir l'heure précise. Et je crois que ça leur rend plus fiers que moi. De retour ici sur la scène de l'Aula des Jeunes Rives de Neuchâtel, non loin de l'observatoire chronométrique du même lieu. Vive le lac. Oui, vive le lac. Roman, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. La scène est à vous. Une microseconde, c'est rien du tout. Et 300 mètres? Vous l'avez mis sur silence, votre téléphone? Peu importe, mais sans doute, vous avez déjà utilisé sa fonction GPS. Et j'espère pour vous qu'elle ne s'est pas trompée de 300 mètres. Le système GPS est basé sur des satellites. Ces satellites émettent des signaux que votre téléphone reçoit une fraction de seconde plus tard. Ce petit décalage n'est pas embêtant, mais il permet de vous localiser. Car la vitesse du signal et son temps de voyage donnent la distance entre vous et le satellite. Et à l'aide de plusieurs satellites bien synchronisés, le téléphone calcule votre position. Tout va bien jusqu'ici. Alors revenons sur la microseconde. Dans ce temps minuscule, un signal GPS fait une distance de 300 mètres. Alors une microseconde, c'est beaucoup. C'est la différence entre l'hôpital de la Providence et ici. Pour éviter une telle incertitude, tous les satellites doivent avoir l'heure précise. Et là, votre belle vieille Tissot ne suffit plus. Il nous faut autre chose, une horloge atomique. Mais c'est quoi une horloge atomique? Réponse simple, le sujet de ma thèse. Réponse utile, une horloge normale, mais avec un horloger personnel. Un horloger qui ne dort jamais et qui règle son horloge 24 heures sur 24. Et les meilleurs horlogers, ce ne sont ni les chaudefonniers, ni les biennois, mais les atomes. Mon horloger s'appelle Rubidium, et son travail est de régler un laser. Un laser a une longueur d'onde bien définie. Ce qu'on appelle longueur d'onde est mieux connu sous le nom de couleur. Et chaque couleur a son propre tic-tac. Cela veut dire que la couleur du laser dicte la vitesse à laquelle avance l'horloge. Mon horloger adore un rouge invisible à l'œil humain. Alors il règle le laser toujours à cette couleur. Et tant qu'il le fait avec soin, le tic-tac de l'horloge n'est ni trop lent, ni trop rapide. On pourrait aussi dire que le laser et l'horloger sont sur la même longueur d'onde. Encore 32 secondes, dit l'horloge. Vous l'imaginez bien, l'histoire n'est pas encore terminée. Quelque chose dérange mon horloger. C'est le laser même. Parfois, il brille plus ou moins fort. Pas beaucoup, mais beaucoup trop pour des chercheurs comme moi. C'est pourquoi le but de ma thèse est de l'aider à se concentrer pleinement. Et comme j'aime bien les lasers, je vais en utiliser un deuxième.
Et avec sa belle lumière, il pourra faire son meilleur travail. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui. Ouais. Vous portez toujours des montres? Je porte quasiment toujours une montre. Quand je dors, je l'enlève. Mais quand je vais me baigner au lac, ce fameux lac, je porte une montre. On a vu que pour le prix du public, c'était une montre. Vous préférez recevoir un des 3 premiers prix qui vous mènent à Lausanne ou bien le prix où il y a la montre? Ça, c'est une bonne question. Je me suis posé cette question pendant des jours et des jours, mais je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Du coup, c'est au public de trancher. On verra ce qu'il se passe. Merci beaucoup, Roman. Bravo. Merci. Pour rejoindre votre classe. Et c'est avec votre prestation, Roman, que se clôt la première partie de cette édition 2023 du concours Ma thèse en 180 secondes à Neuchâtel. Nous allons maintenant entrer dans la phase cruciale où vous, cher public, vous allez pouvoir voter pour votre candidate ou candidat préféré. Pour voter, c'est simple, vous envoyez un SMS au numéro suivant 079 807 55 48. Dans le SMS, vous tapez MT180 suivi du 1 ou du 2 ou du 3 ou du 4 ou du 5 en fonction de votre candidate ou de votre candidat favori. Je déclare les votes ouverts. Attention, un numéro de téléphone ne peut voter qu'une fois, donc soyez bien sûr de votre choix. Et vous pouvez voter, que vous soyez ici dans cette salle, à La Chaux-de-Fonds, à Port-Entruy, à Coire, à Berne ou encore au Kamtchatka ou même à la Neuville. Et nous allons maintenant passer à une phase d'interlude puisque nous allons devoir donner du temps pour notre jury afin qu'il puisse délibérer et désigner ces 3 lauréates et ou lauréats. Une phase qui devrait durer une vingtaine de minutes environ. Et pendant ce temps, nous avons préparé une petite compilation de vidéos que nous avons réalisées ces derniers mois à l'université. L'occasion pour vous d'en savoir plus sur notre institution, sur les formations qu'elle propose et sur l'ambiance qu'on y trouve. J'aimerais m'excuser et nous excuser dans l'ensemble au préalable pour le niveau sonore assez élevé durant ces vidéos. En fait, nous n'avons pas le choix et nous ne pouvons pas baisser le son en raison de la qualité du streaming que d'éventuels internautes regardent. Donc si pour vous c'est un peu trop fort, n'hésitez pas à aller faire un tour ou bien à prendre l'air, etc. Enfin, vous faites comme vous voulez pendant cette vingtaine de minutes, mais revenez quand même assez tôt pour être là au moment où nous pourrons annoncer les délibérations. Voilà, on vous souhaite une agréable pause. On se retrouve tout à l'heure et n'oubliez pas de voter pour le prix du public. À tout à l'heure. Hey, ciao, bienvenue dans les loges de Duo. C'est les loges du Bleu Café en fait, c'est là où on fait notre spectacle. Beaucoup de coca. Beaucoup de coca. Désolé. L'essentiel c'est de boire beaucoup de caféine à Duo. Et c'est caféine, 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 ouais. Et ensuite on devient bon. Ce soir, on a l'immense honneur d'avoir Mario Lacoste de l'université de Neuchâtel. Du coup, on va pimper un peu quelques scénettes. Genre, c'est pourquoi qu'on devrait faire des études, notamment à l'université de Neuchâtel. Allez, go! C'est un immense brainstorm là. Oh, je sens qu'il y a des connexions qui sont faites. Les soirées universitaires. La proximité. La proximité. Bah, faites-moi rêver. Je m'appelle Damien Vega. Je viens de Genève à la base, mais je suis venu à Neuchâtel spécifiquement pour suivre le master en innovation. Moi, je suis très intéressé par l'innovation sociale, comment on fait pour changer les gens, changer la société, et notamment via le théâtre. Je fais un peu 1000 trucs dans ma vie, mais en gros, je suis comédien, sur scène ou en vidéo ou en faisant de l'impro. Je fais du podcast aussi, j'écris mon propre spectacle. Je suis aussi pas mal engagé dans des associations. Je suis élu dans ma commune. Je suis donc tu es. Je dresse des paramécies, je vends des crypto-monnaies, je suis influenceur beauté tuto make-up, je suis designer de tabouret, je trade aussi dans la City, dans le Dow Jones, je répare des lampadaires, je suis vendeur d'huîtres, je suis pêcheur de langoustes, je peins des petites cabanes suédoises. Ouais, c'est trop perché ça. Je sais qu'il y a une université à
Neuchâtel. J'ai rendez-vous. Ah, ok. Essayez pas plus. Bonjour. Aujourd'hui, on est à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. On est venu interroger les gens sur ce qu'ils savent et ce qu'ils pensent de l'UNINE. Et vous, madame, par exemple, excusez-moi, on fait un reportage sur l'UNINE. Qu'est-ce que vous pensez ? Monsieur, qu'est-ce que vous savez ou pensez de l'université de Neuchâtel? Alors, l'université en général, j'en pense que du bien. Pourquoi? Parce que je pense quand même que ça a participé dans une certaine mesure à ce qu'on aurait appelé dans l'ancien temps une forme de progrès. En étant étudiant là-bas, je pense que c'est une très bonne université. Je suis également joueur au HCC qui me laisse de la flexibilité pour rattraper les cours que je loupe et pouvoir pratiquer mon sport. Mais ça permet d'avoir des gens qui sont bien formés, qui connaissent leur sujet dans la région. Alors ça peut ouvrir des portes à beaucoup de personnes, non seulement de la Suisse, mais aussi de l'étranger. Je pense que c'est un pôle d'attraction, tout d'abord, pour la jeunesse, pour la formation. Ça permet aux gens locaux de se spécialiser dans ce qu'ils aiment. Ça attire les jeunes, puis c'est surtout ça qu'il faut, puis c'est surtout ça qu'il faut, puis c'est surtout ça qu'il faut. Pour moi qui viens du Jura, c'est d'autant plus important parce qu'on n'en a pas dans notre canton. Je vous dire, recommander l'université de Neuchâtel à quelqu'un, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais que les enseignements, ils sont de qualité. Il y a un rapport avec les profs qui est très intéressant, très, très proche. On peut bien communiquer avec eux. Que le cadre de vie est assez exceptionnel. C'est pas leur surface ni le nombre d'étudiants qui fait la valeur. C'est la qualité du rapport, de la relation qu'on a. L'université était un animal. Qu'est-ce que j'ai jamais pensé à ça? J'aurais dit que c'est un chat qui est en place, qui diffuse de la chaleur autour de lui, de l'affection, et auquel on peut donner une caresse de temps en temps pour recevoir quelque chose. Ah, je ne sais pas, une pieuvre. Pourquoi? À cause des spatules, non pas des spatules, des bras qui, en principe, sont censés fouiller la culture, voilà. J'aurais envie de dire un hibou, parce que les hiboux, ils sont sages, ils sont connus pour être sages, et puis ça représente bien l'université, je trouve. Un lion, parce qu'il faut être féroce, il faut y aller, il faut vraiment pas regarder derrière, et puis il faut avancer, quoi. Un animal aquatique, pourquoi pas un cygne, peut-être. On est quand même au bord du lac. Je pense un caméléon peut-être, parce que justement il y a plein de possibilités. Un éléphant, parce que c'est sage et intelligent. Le lion, parce que c'est la force. Un animal sauvage, un peu comme un renard, parce qu'en fait peut-être que si on ne trouve pas le bon moyen pour l'aborder et se sentir bien avec, on peut se sentir un peu en danger. Une abeille, parce que c'est le symbole de la région. L'université était un plat. Je dirais les spaghettis bolo réchauffés au micro-ondes. Ah, c'est un plat que j'ai souvent mangé à la cafétéria. Comment on appelle la ferra en neuchâtelois? Le poisson. Palais. Voilà, palais sauce neuchâteloise. Avec des petits oignons. Un plat à réchauffer au micro-ondes, n'importe lequel, dans un tube. La fondue, c'est la Suisse. Un gratin dauphinois, parce qu'il y a une chie de gras et c'est hyper bon. Quelque chose d'amer, mais appétissant quand même. Ça serait le saucisson neuchâtelois, parce que c'est typique de Neuchâtel. C'est logique. Ce serait un plat de pâtes, manifestement, parce qu'il faut qu'il y ait de l'abondance, il faut qu'il y ait de la matière, et puis il faut qu'on puisse planter sa fourchette, si vous voulez, et tournicoter un peu pour faire la fourchette dont on a envie. C'est ce qu'on peut faire à l'université. Qu'est-ce que tu dirais pour commander quelqu'un à l'université? Vous avez 2 minutes? Okay. Voilà, bon, c'est ça, il travaille trop. Hein. Salut
Salut, c'est Clémence. Je fais les études de droit à l'université de Neuchâtel en bachelor et en master. J'ai eu de la chance durant tout mon cursus de beaucoup participer à la vie étudiante en faisant du bénévolat, en rejoignant plusieurs associations et aussi en participant à différents concours qui étaient organisés dans le cadre de l'université, notamment les concours photo, puisque je suis une passionnée de photographie. Ces concours organisés par l'université de Neuchâtel m'ont en fait ouvert beaucoup de possibilités, puisque dans ce cadre-là, j'ai rencontré beaucoup d'autres participants passionnés, que ce soit du cadre universitaire, mais aussi extérieur. Avec les années, je développe aussi cette activité avec des mandats photo à côté, donc que ce soit des études et maintenant mon travail. C'est un prof de droit, meilleur DJ du monde. Alors on se trouve dans la première escape game qu'on a conçue, l'atelier d'Alfred. Alfred étant mon arrière-grand-père et le fondateur de Shop System. Voilà, c'est tout près de l'école de Presles, le bâtiment se trouve par là. Et puis on a gardé l'adresse en fait. Je m'appelle Leïla Schwab, je suis chargée d'enseignement à l'université de Neuchâtel depuis 9 ans maintenant et j'enseigne 4 heures de gestion des opérations et à côté de ça, je partage mon temps avec la gestion du groupe Schwab qui est composé de 4 entreprises, Shop System, une entreprise dans la construction de bois, Aliem, Locram et Escape Infinity, qui est une entreprise qui conçoit et qui gère des escape games. Alors Shop System, c'est vraiment une entreprise familiale. Moi, je suis maintenant la 4e génération à la reprendre, donc elle a été fondée par mon arrière-grand-père. Je travaille en famille, notamment parce que l'entreprise, au moment où moi je suis entrée, était encore totalement gérée par mon père. Je suis vraiment dans la gestion plutôt stratégique et au niveau des entreprises qui sont plus jeunes, notamment Aliem et Escape Infinity, là, je m'occupe vraiment du développement aussi opérationnel. Quand j'ai commencé mes études universitaires, j'avais encore pas du tout dans l'idée de rejoindre Shop System parce que ça s'est fait petit à petit, mais il n'y a rien qui était vraiment prévu, ni le doctorat, ni l'enseignement, ni les escapes, ni etc. Tout ça s'est fait un peu avec des opportunités qui se sont présentées et que j'ai saisies. Alors on se trouve dans la première escape game qu'on a conçue. L'histoire qui se déroule dans l'escape game de l'atelier d'Alfred présente vraiment, je dirais, l'histoire de la famille et puis le monde du bois aussi. Donc on a plein d'énigmes autour du bois. Et puis l'autre salle qui est un cinéma, un vrai cinéma d'ailleurs, on peut y regarder des films, etc. C'est pour présenter notre domaine d'activité lié aux auditoriums et notamment à la rénovation et la construction de salles de cinéma. C'est beaucoup de plaisir en fait. On a du plaisir à créer ces escape games. Les joueurs ont du plaisir à venir les faire et les marques qu'on représente au travers des escape games qu'on a créés, pour elles aussi c'est du positif parce que ça génère, ça leur fait une communication, c'est vraiment du marketing expérientiel. Et à l'université, pour revenir spécifiquement par rapport à là, je pense que pour les étudiants, en tout cas, je le vois dans leur feedback, ils me disent que pour eux, c'est intéressant d'avoir un prof ou une prof qui travaille à côté et qui passe la majeure partie de son temps dans une entreprise concrète. Parce que c'est vrai qu'avec ça, je peux leur raconter plein d'anecdotes de tout ce que j'ai fait qui marche, mais aussi de tout ce que j'ai tenté de faire qui n'a pas marché. Et je sais que c'est des choses qui vont pouvoir retenir probablement plus facilement que si c'était purement théorique tout le temps. Et pour me ressourcer, moi je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de danse. J'ai commencé du trapèze volant récemment, donc j'ai découvert cette activité grâce à une amie qui en fait depuis très longtemps. Et alors vraiment c'est une nouvelle passion là. En fait je fais des activités vraiment qui obligent mon cerveau à être complètement focus sur l'activité que je suis en train de faire. Et c'est ce qui me ressource le plus, parce que sinon j'ai un cerveau qui est tout le temps en train de générer tout un tas d'idées. Et c'est chouette, mais il faut savoir de temps en temps le mettre sur off. Donc je fais des activités où je mets mon cerveau sur off. Salut, je m'appelle Laurine Sen, j'ai 20 ans et je suis étudiante ici au FLSH. Je suis passionnée d'escrime médiéval, de lecture et de plein d'autres choses. Actuellement,
actuellement, je suis en 2e année de bachelor en histoire et langue et littérature allemande. Donc j'ai choisi l'université de Neuchâtel d'abord parce que c'était la plus proche de chez moi. Et puis aussi, en fait, c'est tout petit. Donc on est assez proche au niveau des étudiants, avec les professeurs aussi. Et on va pas se mentir, on a le lac qui est juste à côté, c'est quand même très agréable. Et par rapport à mes choix de piliers, donc l'histoire, je l'ai clairement choisi par passion parce que j'adore aller lire plein de livres, chercher dans des sources, dans les archives, etc. Et pour l'allemand, j'ai de la famille qui est suisse allemande et je les comprenais pas, assez bêtement. Et je sais que beaucoup de gens vont pas être d'accord avec moi, mais je pense que l'allemand, ça a une sonorité qui est absolument magnifique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. J'ai encore 2 ans de bachelor à faire avant de le terminer. Après, très clairement, j'aimerais pouvoir continuer sur ma lancée, c'est-à-dire partir en master en histoire. Et après, doctorat, etc. Je sais pas encore, on va déjà faire ces 2 ans-là. Mais là, pour l'instant, je pars un semestre. Enfin, je suis déjà partie, en l'occurrence, à Stuttgart, en échange Erasmus. On a la mobilité qui propose tout un tas d'universités disponibles par rapport aux différentes longueurs du séjour ou par rapport à ce qu'on étudie. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir conscience que partir en échange, c'est impliquer beaucoup, et beaucoup dans l'administratif aussi. Et ça peut peut-être faire peur à certains, mais on est encore assez bien cadré, c'est-à-dire qu'on sait exactement quels documents il faut remplir, qu'est-ce qu'il faut amener, etc. Et c'est vraiment cool parce que ça te permet vraiment d'utiliser une langue, de rencontrer plein de gens qui font plein d'autres choses, qui sont dans des domaines très différents. Et donc c'est clairement un plus à faire, je pense. Vos lunettes, Monsieur Robert. Alors, sans transition, l'université de Neuchâtel, c'est un endroit particulier parce que c'est familial, c'est à taille humaine. Pour ça, j'ai une anecdote vraiment très spéciale. Quand j'étais en première année, pendant mon bachelor en économie, c'était mes premiers cours, dans les premières semaines, et un de mes professeurs, je l'ai croisé dans la rue, il est venu me voir. Il m'a dit, ça fait longtemps que j'ai pas donné ce cours, et je sais pas si je suis encore dans le truc. Il voulait des conseils, des retours, et il est venu m'en parler à moi, petit élève de première année. Ça montre toute la force de l'université de Neuchâtel, parce que les professeurs, ça les intéresse vraiment, notre avis. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres universités, mais qui est tellement présent à l'université de Neuchâtel. Je suis pas arrivé à Neuchâtel forcément par choix, mais plus par un hasard de la vie. Et je l'ai jamais regretté. Je suis tombé amoureux en fait de l'endroit finalement. En vrai, j'ai rencontré beaucoup de mes amis à l'université de Neuchâtel, dont des très bons potes. Ici, c'est le meilleur des endroits. On est sortis dans plein de bars, on a fait plein de soirées étudiantes. Bien qu'il y ait bien sûr les cours, et bien toute la vie à côté de l'université. Ça m'a fait grandir et je pense que ça fait grandir chacun des étudiants. Et la particularité de l'université de Neuchâtel, comme c'est, je vais encore le dire, mais à taille humaine, on rencontre facilement les gens, ils sont super abordables, on discute librement avec eux. Dès qu'on sort, où que ce soit, on va forcément croiser un de nos potes de classe, pourquoi pas peut-être un professeur ou un assistant. Et ça a tellement de charme, un charme qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, j'ai pu récupérer un document. J'avais 19 ans et j'étais au Japon, au dojo Yushinkan Sugino Dojo de Kawasaki, avec un disciple du fondateur du judo et du fondateur de l'aïkido, qui s'appelait Maître Yoshio Sugino. C'était il y a maintenant passablement longtemps, j'étais jeune et j'avais des cheveux. Maintenant, je ne suis plus que et ça remonte à 1989. Voilà. Le temps passe. Nous pratiquons derrière vous une école classique de sabre qui s'appelle le Kobudo, de la plus vieille tradition martiale encore vivante au Japon, qui remonte au XIVe siècle. Donc un art qui vient de très loin dans le temps et qui vient de très loin géographiquement, puisqu'il vient du Japon médiéval. J'anime ce dojo depuis 30 ans maintenant, et donc je suis l'enseignant responsable de ce dojo. Tu peux venir ici du côté OK. J'occupe la chaire de langue et civilisation française, et évidemment, ceci est une passion à part. Maîtriser la distance, ce sont des disciplines et des domaines complètement différents, mais en fait qui ne sont pas si différents que ça. Il s'agit toujours de découvrir l'altérité, que ce soit dans les textes ou que ce soit dans ces textes vivants que sont les partitions qui sont jouées derrière moi. Cet ensemble de signes qu'il s'agit de décoder, déjà de comprendre
de reproduire et puis ensuite de décoder et qui sont la clé d'accès à des mentalités complètement différentes. Je suis parti à l'âge de 19 ans pour vivre au Japon. C'était un rêve d'enfant pour pouvoir pratiquer ces arts martiaux, ne faire que ça, vivre dans un dojo à temps complet. Et donc je me suis rendu à 19 ans à Shizuoka, chez un très grand maître, disciple du fondateur du judo, disciple du fondateur de l'aïkido, maître Minoru Mochizuki, qui est celui qui a introduit les arts martiaux japonais en 1951 en Europe. Et donc j'ai vécu là-bas, dans ce dojo, en pratiquant chaque jour, le matin et le soir. Dans les arts martiaux, ce qui est fascinant, c'est que c'est une découverte de soi-même. C'est une pratique et une recherche très proche de la musique. On découvre des questions de rythme, de souffle, de beauté, d'efficacité aussi, d'économie d'énergie, de gestion du temps et de l'espace. Mais là, on le fait dans l'action, face à une action vigoureuse, face à des attaques qui sont faites avec des armes en bois derrière moi, qui représentent des armes réelles, comme ce sabre, mon sabre, avec lequel je pratique. Ce lieu est fermé, mais évidemment, comme pour les personnes qui pratiquent derrière nous, le but est que l'apport de cet art très ancien à l'intériorité des personnes, eh bien que ça sorte du dojo, que ça serve en dehors dans la vie quotidienne. Évidemment pas directement à se défendre, mais simplement à vivre mieux, à un peu plus respecter les autres, à un peu plus observer les choses autour de soi, à un peu plus communiquer. Tout ça fait partie de l'art, évidemment. Je suis responsable de cette discipline pour la Suisse depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Et ça veut dire que non seulement mes élèves se rendent au Japon, mais moi-même je m'y rends, évidemment. Depuis maintenant plusieurs années, je me rends au Japon aussi pour des activités scientifiques en lien avec le domaine universitaire. Donc disons les deux se sont rejoints de manière tout à fait agréable depuis maintenant presque une dizaine d'années. Moi c'est Diane, je suis à l'université de Neuchâtel, mais ici c'est mon monde avec mes chevaux, mon petit poulain, et puis je passe beaucoup de temps ici quand je suis pas à l'université. Et c'est ce qui me plaît énormément hors des études. J'étudie la biologie et le sport. J'ai fait tout mon cursus d'études supérieures à Neuchâtel. En master, je fais principalement de la biologie avec quelques crédits en sport qui peuvent me permettre de rentrer à la HEP. Et je me suis spécialisée en comportement animal, principalement parce que j'aime beaucoup les chevaux. Mon projet dans un futur immédiat, c'est de partir en Australie pour mon travail de master en biologie où je vais faire de la plongée scientifique pour récolter des données sur les poissons nettoyeurs pour ensuite revenir en Suisse et analyser les données pour finaliser mon travail de master. Hein, fille. Voilà, de retour, simplement pour vous rappeler, si vous n'avez pas encore fait, de voter. Pour Aileen, tapez le 1. Pour Quentin Louis, tapez le 2. Pour Johanna, tapez le 3. Pour Danae, le 4. Et pour Roman, le 5. Votez si vous ne l'avez pas encore fait. Le numéro 079 807 55 48. Les votes vont bientôt fermer, mais le jury est toujours en train de délibérer. Donc on va continuer en regardant encore quelques vidéos en attendant que l'on puisse vous transmettre les résultats. Merci beaucoup. Je m'appelle Anne-Sophie, je viens d'avoir 24 ans. J'étudie actuellement à l'université de Neuchâtel en Master of Law et je suis joueuse de golf au niveau amateur. Je me présente comme une championne universitaire 2022 parce que j'ai eu l'occasion de les gagner au Golf Club de Huissance. Je joue au niveau national et un peu européen parce que je suis aussi dans un club français. Alors on se trouve au Golf Club de Neuchâtel qui se trouve dans le village de Voins. C'est un club, je dirais, convivial avec une bonne zone d'entraînement. Ça représente mes années universitaires parce que je suis à l'université à Neuchâtel et de pouvoir jouer au golf dans la même ville où j'étudie, c'est quand même un privilège. Alors là, je m'échauffe pour éviter toute blessure étant donné que le coup de golf demande quand même du travail dans les muscles et
de la souplesse, donc c'est pour éviter une éventuelle blessure. Je viens du Valais et plus précisément de Crans-Montana. J'ai eu l'occasion de faire une initiation au niveau scolaire quand j'avais peut-être 10-11 ans et ça m'a directement plu et après j'ai initié mes parents qui ont repris le golf et ma sœur aussi qui a commencé avec ça. C'est surtout sportif parce que c'est très mental et il faut se battre pendant 18 trous. 18 trous ça dure environ 4h30, 5h et vous êtes face à vous-même, mais aussi physique parce qu'évidemment tout le monde croit qu'on a des voiturettes etc. Pas du tout, en compétition c'est vous portez votre sac ou alors vous avez un chariot et le fait de s'arrêter, jouer, se concentrer surtout énormément, ça demande beaucoup et c'est pour ça que c'est un sport. En été, soit je suis à Neuchâtel ou alors je me balade dans la Suisse en train de faire certains tournois ou alors en France avec mon équipe française. Je concilie le sport et les études surtout par un programme, c'est-à-dire une certaine organisation. Et du coup, j'essaye de faire à l'avance pour pouvoir ensuite profiter de mon week-end et pas trop être dans les livres alors que j'ai un tournoi. Le golf m'apporte beaucoup de choses, notamment la gestion du stress, je dirais. Vraiment, quand on a un examen, on stresse énormément, beaucoup, et surtout à Neuchâtel, on a beaucoup d'oraux. Le golf me permet de me calmer et c'est comme quand je suis au départ du 1, vous avez la pression qui monte, tout le monde vous regarde, c'est votre premier coup de la journée et ça va un peu déterminer la suite des événements. Eh bien, le stress, je le canalise comme ça et je vois que ça m'aide énormément au niveau des examens. Alors là, on se trouve au trou numéro 12, qui est un par 5, donc assez long. Et là, je vais utiliser mon driver, justement, qui va me permettre de faire environ 240-250 mètres. Et je pourrais le qualifier, c'est mon meilleur coup, parce que c'est là où on peut avancer dans la balle, on peut vraiment tout donner, et j'adore cette sensation. Actuellement, j'ai 0 handicap, donc c'est presque pro. Donc je suis arrivée à mon objectif de cette année. Pour l'instant, j'ai envie d'avoir mon brevet d'avocat. Et c'est vrai que je vais devoir trouver des compromis, parce que genre, je vais plus pouvoir m'entraîner comme je m'entraînais avant. Mais finalement, c'est un nouveau challenge. Et le golf reste vraiment une passion pour moi. Et j'arriverai toujours, je pense, à concilier les deux finalement. Ciao, sono Stefano, uno studente di diritto qui a Neuchâtel. Neuchâtel mi offre tutto quello che desidero, un percorso formativo accademico formidabile, dei corsi di diritto completi e la possibilità di scegliere quando voglio fare i miei esami. L'insegnamento è molto umano, le cattedre sono molto professionali e sono sempre disponibili qui per noi. In più, il venerdì noi come studenti di diritto abbiamo la possibilità di averlo libero. Questo è un grande aiuto perché possiamo strutturare il nostro piano di studi, organizzarci e avere la possibilità anche di rientrare a casa. Io mi trovo molto bene, l'edificio, il bâtiment è qualcosa di meraviglioso e in più a 1 minuto abbiamo il lungolago, quindi è sempre un piacere andare lì e fare una passeggiata, andare in centro città e vediamo sempre la Belle Époque, quindi c'è molto un senso parigino, è qualcosa di molto bello. Sono fiero della scelta che ho fatto, sono fiero del mio percorso accademico e sono molto contento di terminare il mio bachelor qui a Neuchâtel. Perciò grazie mille Uninee e cari futuri nuovi studenti, io vi aspetto. Ciao ciao! Pourquoi proposer ce nouveau cursus à l'université de Neuchâtel? À mon avis, la question qui se pose est plutôt pourquoi pas? D'une part, il s'agit d'une discipline en forte croissance. D'autre part, nous faisons face à de nombreux enjeux politiques, écologiques, climatiques, sanitaires, migratoires, économiques qui demandent une analyse politologique. La formation en sciences politiques à l'université de Neuchâtel propose de s'extraire de la conflictualité de la place publique pour analyser ces grands débats politiques qui agitent nos sociétés. Le cursus en sciences politiques à l'université de Neuchâtel affirme la singularité de la discipline tout en reconnaissant ses liens étroits avec d'autres sciences sociales et humaines. Il se prête donc parfaitement à une combinaison avec d'autres piliers en lettres, sciences humaines et sociales.
Cette formation s'adresse surtout aux personnes intéressées par différentes activités du secteur de la fonction publique, des ONG, des organisations internationales, des relations publiques et politiques, de la communication, des médias, etc. Elle permet l'acquisition de compétences théoriques, analytiques et critiques propres à la grande diversité de professions liées au domaine de la politique. Pour les réfugiés. Le but de cette recherche était de comprendre la ressource en eau qui alimente un camp de réfugiés au Kenya, le camp de réfugiés de Dadaab, qui à l'époque avait environ 350 000 réfugiés. Et puis voir si la ressource en fait était suffisante pour le camp de réfugiés et toute la population qui habitait dans le bassin versant de cette nappe phréatique. Quand on fait ce métier, on travaille au CICR, on ne va pas appliquer son métier qu'on a appris à l'université ou dans une autre école, ça c'est clair. Mais en même temps, les outils qu'on a appris à travers notre formation, je pense, restent très importants. Et puis après, ouais, je crois qu'il faut être bien dans ses baskets aussi quand on va dans ces coins-là, sinon c'est vrai que c'est difficile. On va avoir des objectifs trop fixes sur ce qu'on veut faire, sur des plans de carrière trop rigides, laisser aussi créer des opportunités et voir ce qui vient, quoi, en fonction de ses intérêts. Un, deux. Voilà, rebonsoir. Le jury a enfin délibéré. On est très heureux et on se réjouit de savoir les résultats. Nous voici donc de retour à l'Aula des Jeunes Rives de l'Université de Neuchâtel pour la proclamation des résultats de cette qualification du concours Mathèse en 180 secondes, édition 2023 de la qualification neuchâteloise, qui ira à Lausanne le 29 juin prochain, qui ira à Rabat le 5 octobre prochain. Des réponses maintenant. Pour la remise du 3e prix, j'invite à me rejoindre sur scène Jennifer Sunier. Voilà, Jennifer, grâce à vous, on va connaître l'identité du 3e prix, donc de la première des personnes désignées qui ira participer à cette remise à Lausanne. Le nom du lauréat, de ce 3e lauréat, se trouve dans cette enveloppe. Alors, le 3e prix est attribué à... J'attends 180 secondes. Aileen Pamuksac. Bravo. Aileen, partez pas comme ça. Je veux repartir. Heureuse? Oui, très heureuse. Merci beaucoup. On vous en prie. Bravo. Et maintenant, pour le 2e prix, on accueille Yann Walter. Il accourt, il vient. Donc l'identité de la 2e personne qui se rendra à la finale à Lausanne. La réponse est dans cette enveloppe. Alors, verdict? Alors, j'ai le plaisir de remettre le 2e prix à Quentin Adler. Bravo. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette présentation? Alors, avec plusieurs membres du jury, on a aimé le côté très naturel et décontracté de la présentation. Quentin, votre sentiment? Vous irez à Lausanne aussi, alors? Eh ben oui, et j'essaierai d'être décontracté et naturel aussi, alors.
Je ne vous ai pas demandé avant, Jennifer, la prestation de Aileen, en quoi elle a séduit le jury? Eh bien, je pense que déjà d'entrer en tant que première candidate, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'elle a vraiment explosé de voir sa prestation très dynamique et puis drôle aussi pour un thème pas toujours très accessible, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Et nous allons donc maintenant remettre le premier prix doté d'une somme de 1000 francs, c'est pas rien. Et alors, on va savoir qui a remporté ce premier prix grâce à Deborah Solbank, qui me rejoint maintenant. Vous avez vu que le jury a mis un certain temps à délibérer, presque plus que prévu. Donc on peut imaginer, vu la qualité de l'ensemble des prestations, que les choix ont dû être difficiles, voire cornéliens. Alors, Deborah, c'est vous qui allez prononcer ce verdict? Je confirme que c'était difficile, je confirme que c'était serré aussi et qu'on a bien discuté. Au final, le premier prix est attribué à Roman Blum. Félicitations. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans la prestation de Roman? Eh ben, moi, je me souviens du moment, à l'issue de ces 180 secondes, je me suis dit c'était un joli récit, j'ai aimé ce récit et il m'a fait beaucoup sourire. Et voilà, finalement, je trouve je retrouve ça dans ce premier prix. Merci beaucoup. Roman, alors quel sentiment? Vous serez obligé d'aller à Lausanne. Oui, je vais pour la première fois aller à l'UNIL et pas à l'EPFL. Avec cet argent, vous allez peut-être pouvoir vous acheter une montre des alumni de... Hein? Si vous ne la recevez pas après. Ou une autre. Oui, ça. Mais c'est bien de gagner le premier prix, mais pour le suspense à la remise des prix, c'est aussi le plus difficile. Merci beaucoup en tout cas. Bravo. Et nous avons donc encore un prix à remettre. Il s'agit du prix du public, donc du prix que vous avez attribué, ainsi que les internautes qui nous regardent. Et pour attribuer ce prix, j'invite notre dernier membre du jury, Valérie Wiesbrot. Bienvenue à nouveau. Nous allons vous remettre une enveloppe qui confirmera l'information que vous avez peut-être déjà ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, la réponse est dans cette enveloppe. Dites-nous tout. Alors, la personne qui a été choisie par le public, attention, je laisse encore un peu de suspense, comme c'est la dernière, hein, il faut profiter, c'est Danae Bregnard. Merci beaucoup. Danae, une montre. C'est super, j'adore les montres. Merci. Neuchâteloise aussi. On est dans la région. Bravo. Et bravo pour ce prix. J'invite Johanna à nous rejoindre également. Et on peut l'applaudir. Et voilà, merci. Bravo. Voilà, merci beaucoup. On va encore prendre juste quelques minutes pour faire une série de séquences photos. La première photo que nous aimerions faire, c'est celle des lauréats et du jury ensemble. Donc je vous invite à vous rassembler en plusieurs rangs, ici, là, devant. Voilà. C'est parfait. Johanna, vous pouvez aller également. Ah non, on ira ensuite après, pardon. Mario, je te laisse me dire quand la photo est faite. Merci. Maintenant, il faudrait une photo des lauréats sans jury. Maintenant, une photo des 3 lauréats avec également le lauréat prix du public.
Et maintenant, la photo la plus importante, l'ensemble des candidats ensemble. Donc, Johanna, elle rejoint. Faites 2 rangs, s'il vous plaît. Il y en a qui se mettent devant. C'est plus joli que le rang d'oignon. Voilà, quelque chose comme ça, de dynamique, de chouette. Soyez fous. Et la photo finish, tous les candidats avec l'ensemble du jury, on se rassemble, on s'agglutine. Il y a encore une avec moi. Merci beaucoup. Voilà. C'est donc Roman, Aileen et Quentin qui se rendront à Lausanne à la finale suisse le 29 juin prochain. On compte sur vous qui êtes ici ou derrière votre écran pour suivre le parcours de nos lauréats. Je vous rappelle que le streaming actuellement diffusé en live sur YouTube et Facebook sera toujours disponible en replay, notamment sur notre site www.unine.ch. Nous allons également produire des séquences indépendantes avec l'ensemble de chacune des prestations des candidates et des candidats. Et je pensais que le résultat serait serré, je suis certain qu'il l'a été, car l'ensemble de ces prestations était de grande qualité. On peut applaudir encore une fois. On remercie l'ensemble du jury, Jennifer Sunier de Supero, Yann Walter du Pommier, Valérie Wiesbrod, professeure en droit de l'environnement, et Déborah Solbank, journaliste correspondante pour la RTS Radio à Neuchâtel, d'avoir participé si efficacement à notre jury. Merci encore. Et enfin, je ne vous quitterai pas, nous ne nous quitterons pas sans remercier nommément l'ensemble des personnes qui ont contribué à la mise sur pied de cette qualification neuchâteloise de ma thèse en 180 secondes. Aux manettes, son et images, Romain Bessir, Massimo Croce et Claudia Ferrario. Au graphisme et à la photo, Mario Cafizo. Au slide et à l'édition, Diliana Petrova. Au chrono, Yasmina Beiner. Notre stagiaire mathématicien au vote du public, Étienne Bergeon. À la compilation vidéo, Bianca Franchi. Au soutien pédagogique, Marika Fenley. Au maquillage, Roxane Vicky. Pour le décor, les régisseurs, François Bourquin et Arsène Lopez. Et puis, bien évidemment, celle sans rien ne se serait déroulée aussi parfaitement. J'ai nommé Gaël Lichty. Et merci beaucoup à vous, cher public. On vous rappelle encore que cet événement a été intégré dans le programme de Jeudi Oui qui se déroule ce mois-ci au Quartier des Beaux-Arts. Donc d'abord l'apéritif, essentiellement végétarien. Et puis ensuite, si le cœur vous en dit, il y a de l'animation plein le quartier. Voilà, on se donne rendez-vous à Lausanne le 29 juin prochain pour la finale suisse. Je l'espère à l'automne pour un couscous et la finale internationale au Maroc à Rabat le 5 octobre. Vive le lac! Mais vive surtout la science, vive la recherche, vive la curiosité, vive l'Université de Neuchâtel, vive l'UNINE. Bonne soirée!